Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran? Je vais juste tasser ça si c'est possible. Parfait, on confirme que oui. Donc, on est parti. Donc, comprendre les bases des jumeaux numériques. Donc, je me présente, donc je suis Thierry Badard, je suis professeur au département des sciences géomatiques de l'Université Laval, ancien directeur et membre donc d'un centre de recherche en données et intelligence géospatiale à l'Université Laval et membre de l'Institut Intelligence et Données de cette même université. Donc, au programme d'aujourd'hui, l'idée, c'est de démystifier un petit peu cette notion de jumeaux numériques parce qu'elle est souvent mêlée à plein d'autres éléments. Là. Donc, on va parler des jumeaux analogiques et des jumeaux numériques. On va vous présenter quelques exemples de jumeaux numériques. Notamment, on va s'intéresser, nous, ici, aux jumeaux numériques urbains et leurs applications. Je vais vous parler aussi d'un terme qu'on entend de plus en plus souvent, mais qui est souvent mélangé avec cette notion de jumeaux numériques, qui est la notion de BIM et de son extension, qui est le GeoBIM. On repassera un petit peu sur les bénéfices, l'état du marché ou la planification de ce marché-là, les perspectives, et le niveau de maturité des jumeaux numériques. Puis je vous toucherai un petit peu toucherai un petit peu les concepts de métavers et puis du lien avec les jeux vidéo. Puis je présenterai rapidement un rapide survol des offres logicielles dans ce domaine-là, de leurs limites et des standards, ce qui va me permettre de passer la main à Rafika donc juste après. Alors on est parti. Avant de parler de jumeaux numériques, on va parler de jumeaux analogiques. Alors, je suis à peu près sûr que plusieurs d'entre vous font à peu près cette tête-là en disant un jumeau analogique, mais de quoi nous parle-t-il? Alors, on pourrait penser qu'un jumeau analogique, ce sont les jumeaux que nous connaissons bien. Mais en fait, la notion de jumeau analogique, elle existe depuis très longtemps. Puis, un des exemples de ce jumeau analogique, c'est la notion de carte. Ici, vous avez les cartes faites par Jacques Cartier de la Nouvelle-France. C'est un exemple de carte. Il en existe encore des plus anciennes, hein, mais depuis que le monde est monde, l'homme a toujours essayé de se situer, de représenter son environnement. Et puis ces outils, la carte, vous le savez, a servi à planifier, à organiser le territoire, son occupation, à comprendre ce qui pouvait se passer, à l'explorer. Donc la carte peut être vue comme une représentation du monde réel, c'est une abstraction, mais dans laquelle on peut raisonner, planifier, stimuler, ou ainsi de suite. Et puis vous allez voir que ce sont des termes qui sont importants vis-à-vis de ces jumeaux numériques. Alors vous allez me dire, si, si la carte papier de nos ancêtres, c'était le jumeau analogique, le jumeau numérique, est-ce que c'est le logiciel, le SIG que j'utilise couramment au jour le jour? Pas tout à fait. Donc, on va arriver un petit peu plus à définir ce terme-là. Donc, c'est un terme qui a été popularisé en 2002 par le docteur Michael Greaves. C'est un des éléments majeurs de la 4e révolution industrielle et qui est ancré dans ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie d'un produit, ou Product Life Cycle Management. Mais c'est un concept qui est déjà pratiqué dans les années 60 à 70 par la NASA, notamment dans le cadre du sauvetage de la mission Apollo 13, là, vous le savez, là, qui est obligé de faire un tour de la Lune alors qu'il y avait des dégâts à bord. Donc, ils ont beaucoup reconstitué des jumeaux, alors cette fois-ci physiques, de la capsule et de tout ce qui se passait à bord pour essayer de mieux comprendre comment réagir ou fonctionner dans telle ou telle situation, ce qui a permis le sauvetage de cette mission Apollo. Donc, pour faire clair, là, un jumeau numérique, là, ou digital twin en anglais, c'est le terme que vous allez rencontrer, c'est une représentation numérique d'un objet ou d'un système physique qui peut être utilisé pour simuler ou optimiser les performances de l'objet ou du système en question. Bref, on est capable de tester notamment des scénarios dans ces jumeaux numériques.
Il s'agit donc d'un modèle numérique qui reflète les caractéristiques, les performances et l'état d'un objet ou d'un système physique dans le monde réel. Les jumeaux numériques sont créés à partir de données, et souvent de beaucoup de données, qui proviennent de sources très, très hétérogènes. Alors, on peut parler des modèles BIM, auxquels je reviendrai un petit peu plus tard, pour préciser ce que c'est, de toutes les sources d'images en 2D et en 3D d'ailleurs, les données de capteurs, ça c'est particulièrement important, vous allez voir un peu plus dans la suite, mais les données de simulation, etc. Donc toutes ces données-là participent à la conception et à la vie d'un jumeau numérique. Donc ces jumeaux numériques qui sont ensuite utilisés pour simuler les performances de l'objet. Donc on essaye de répliquer vraiment l'objet du monde réel, mais de façon numérique. Donc non seulement son état, sa forme, mais aussi son fonctionnement, son comportement sous différentes conditions. Donc, ou du système donc, dans différentes situations pour identifier donc, les problèmes potentiels, pour essayer d'optimiser les performances ou pour planifier des interventions de maintenance. Donc, c'est notamment le cas dans tout ce qui est chaîne de production. Hein. Il y a beaucoup de jumeaux numériques d'usines qui sont, qui sont produits, dans lequel on veut essayer de comprendre et d'optimiser l'utilisation des machines-outils, l'organisation, ne serait-ce spatiale à l'intérieur de l'usine de ces chaînes-là, d'essayer de comprendre et d'optimiser pour augmenter le rendement des chaînes de production. Donc, les jumeaux numériques sont des outils qui doivent être utilisés en complément avec les données, les informations réelles, et non comme une source unique de vérité. Ils sont constamment mis à jour avec les données qui proviennent du monde réel et qui sont issues de données de capteurs. Donc, il est important de maintenir cette synchronisation constante entre les données réelles et les jumeaux numériques pour un usage optimal. Et vous allez le voir, là, ce lien-là va même bien plus loin dans le niveau de maturité le plus élevé de ces jumeaux numériques, puisque on espère même, au travers de ce genre d'outils, c'est un peu de la science-fiction, mais gérer le monde réel depuis un jumeau numérique directement. Alors, il existe différents types de jumeaux numériques, selon l'objet, bien entendu, et le système physique qu'ils représentent. Alors, quelques exemples rapides, hein, dans les domaines de la construction et de l'ingénierie, un jumeau numérique peut être utilisé pour représenter un bâtiment, un pont, une infrastructure quelconque. Dans les domaines de la production et de la maintenance, un jumeau numérique peut être utilisé pour représenter un équipement, un moteur, un système de production. Donc, le degré de jumeau numérique là, dépend vraiment de l'objet et du système qu'on essaye de représenter et de simuler. Alors, pour fixer les idées, là, j'ai trouvé une petite vidéo que je vais vous laisser. Là. Elle ne dure pas très, très longtemps, mais qui va vous fixer vraiment visuellement ce que je viens de dire, là, et puis de fixer cette définition. Donc, je vais vous la mettre.
fait, donc c'était une gracieuseté de Geospatial World, donc vous voyez justement que le monde géospatial s'intéresse particulièrement donc, à ces notions de jumeaux numériques. Ça tombe bien parce que excusez-moi, on est en géomatique, puis ce qui va nous intéresser, nous, particulièrement, donc, ce sont les jumeaux numériques urbains, donc ce sont ceux sur lesquels on va focuser un petit peu plus aujourd'hui. Alors, bien entendu, les jumeaux numériques urbains, ce sont des types de jumeaux numériques qui sont spécialisés dans la modélisation, vous l'aurez compris, des environnements urbains. Donc, ce sont des modèles numériques, virtuels, de bâtiments, de quartiers, de villes, en 3D. Ils sont interactifs, réalistes, donc à la fois dans le positionnement des objets, leur forme, mais qui peuvent même être jusqu'à photoréalistes, donc pour rendre vraiment un visuel quasi identique à la réalité, et constamment donc en lien à jour avec le monde réel, notamment par l'alimentation de données de capteurs qui sont déployés donc dans le monde réel et qui vont permettre de sans cesse scaler le modèle, la représentation de jumeaux numériques sur le monde réel. C'est pour ça qu'on opère ce monitoring constant, mais ça pose bien entendu des défis importants d'ingestion et d'intégration de données massives et en temps réel issues de ces capteurs. Alors, Rafika pourra y revenir un peu plus en détail, là, mais ils sont créés, comme je vous l'ai dit, à partir de données diverses, comme les documents et plans de construction ou d'ingénierie, les maquettes BIM, donc sur lesquelles je vais revenir, mais bien entendu, les données géospatiales, que ce soit des données LIDAR, d'imagerie ou des bases de données déjà existantes. Puis bien entendu, les données de capteurs et de simulation qui vont pouvoir être faites, soit dans les modèles de jumeaux numériques, soit à travers d'autres logiciels pour modéliser tel ou tel phénomène œuvrant donc dans l'environnement urbain qu'on cherche à modéliser. Les données géospatiales, elles sont dans ces environnements de jumeaux numériques urbains, non seulement utilisées pour fournir une information nécessaire pour leur construction, donc on va utiliser par exemple du données LIDAR pour reconstruire les bâtiments, mais aussi de contexte dans ces modèles 3D qui composent le jumeau numérique. Ce qui va nous intéresser particulièrement dans les jumeaux numériques urbains, ça va être de comprendre aussi les relations qui interviennent non seulement entre les bâtiments, mais aussi entre tous les phénomènes qui interagissent dans l'environnement urbain. Et c'est là où est notre spécialité, quelque part, de géomaticien, c'est dans la compréhension et la modélisation de toutes ces relations spatiales, qui utilisent extensivement donc, ces données géospatiales. Donc, les jumeaux numériques urbains peuvent être utilisés pour visualiser, analyser et gérer des projets de construction et des systèmes complexes. Donc, on parle, ça peut aller de la gestion de trafic, de la pollution, qu'elle soit atmosphérique ou sonore, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, par exemple, les îlots de chaleur ou fraîcheur, notamment dans des villes nordiques comme Québec, c'est des enjeux qui se posent. La consommation énergétique des bâtiments, les inondations, en fait, les usages sont quasiment infinis. Peut être également utilisé pour analyser l'impact environnemental et économique d'un projet, donc, notamment quand on veut réaliser l'implantation d'un projet. Ces maquettes-là, qui sont très immersives, très visuelles, permettent aussi de communiquer au travers de ces maquettes-là avec la population et puis d'obtenir aussi la participation du public et donc peut-être une meilleure acceptabilité sociale de certains projets. Alors, ils permettent dans l'idéal de simuler et de prédire ou prévoir des scénarios, tester des approches et des mesures de mitigation, donc surtout quand on est dans des phénomènes, par exemple, comme la prévision des inondations, on peut essayer de tester des choses pour essayer de minimiser l'impact des prochaines crues. Donc, ce sont vraiment des outils pour aider à l'amélioration de la planification des villes et pour améliorer la prise des décisions en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement économique. Donc, c'est le développement récent, je dirais, de toute la puissance computationnelle, du cloud computing et autres, de l'intelligence artificielle qui rendent possible ou qui ramènent, je dirais, à l'ordre du jour ces jumeaux numériques dans lesquels on va être capable
de simuler des phénomènes complexes, de plus en plus avancés, et qui vont permettre, des fois je prends un peu cette expression-là pour simplifier la chose, là, mais qui vont permettre d'éviter qu'on soit obligé de sortir l'appel, la pioche, les millions de dollars, et 20 ans après, de voir si un projet a tenu ses promesses. Là, on va pouvoir en tester plusieurs avec différentes hypothèses numériquement, sans qu'on ait à forcément sortir les grosses d'argent et être dans l'expectative et de voir ce que ça va donner dans le monde réel. Donc, c'est vraiment l'idée ou le fil rouge là, qui sous-tend ces projets-là ou ces jumeaux numériques et les applications qui sont afférentes. Alors, quelques exemples, je vous parlais justement de l'implantation, un des plus célèbres jumeaux numériques, qui date un petit peu, mais qui a été produit en fait par Rennes Métropole avec Dassault Systèmes. Donc là, c'est des captures d'écran de leur système, donc qui visaient à vraiment réaménager tout un quartier, là, notamment autour de la gare à Rennes. Puis ce projet-là donc, a été modélisé dans un jumeau numérique et a permis justement la participation du public, la concertation, pour arriver à un projet qui soit avec la plus grande acceptabilité sociale. L'Australie est pas mal en pointe aussi dans ce domaine-là, là, donc a développé plusieurs jumeaux numériques, notamment la province, je ne sais pas si ça s'appelle une province, mais la région de Nouvelle-Galles du Sud, qui a développé donc un jumeau numérique de sa province, donc dans lequel il va pouvoir suivre ses infrastructures. Donc, vous voyez ici accéder aux propriétés de différents objets, notamment pour assurer leur maintenance, leur cycle de vie et ainsi de suite. Plus localement, nous, on travaille, c'est un projet que je vous présenterai dans un autre atelier là, qui avait trait avec les inondations, mais on travaille avec le ministère de la Sécurité publique du Québec et le ministère des Ressources naturelles et de la forêt. Ça a changé récemment, c'est pour ça que j'hésite. Donc, sur des outils, on va dire, de jumeaux numériques pour représenter donc, notre environnement et notamment les vulnérabilités du cadre bâti. Donc, vous voyez ici, là, c'est avec les données LIDAR qu'on est capable de reproduire des modèles 3D assez précis de nos environnements urbains. Donc, les gens qui connaissent la région de Québec reconnaîtront les silos du Vieux-Port et l'usine de la White Birch, là. Mais ces outils-là permettent, par exemple, de simuler la montée des eaux. Alors là, on parlerait d'une crue majeure du Saint-Laurent, mais qui va nous permettre de savoir quels sont les bâtiments impactés, à quel niveau d'immersion, et puis d'éventuellement prendre des mesures pour essayer de protéger ou de réduire les impacts de ces inondations. Dans ces mêmes jumeaux numériques, on est capable de calculer, par exemple, les ombres portées, et donc d'avoir une idée de l'impact des îlots de chaleur en fonction des heures, et puis aussi de l'incidence de ces ensoleillements sur la consommation énergétique, sur la climatisation, sur le verdissement. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés et qu'on va pouvoir représenter au travers de ce maquette-là et puis essayer de simuler. La simulation, c'est un des aspects qui reste le plus à développer dans ces jumeaux numériques-là. Là, je vais vous prendre une petite vidéo d'un exemple de simulation qui a été faite. Donc ça, c'est un incendie majeur qui a eu lieu dans le Colorado, là, et puis il y a des gens qui ont essayé de modéliser cet incendie et sa propagation, notamment en fonction du vent, donc à la fois comment celui-ci s'étend et comment les fumées issues des incendies se propagent. C'est une petite vidéo là aussi là, qui vous montre exactement le genre d'environnement numérique et de modélisation complexe, là, parce qu'on travaille avec des fluides, on travaille avec du feu qui progresse, des végétations différentes, des sens du vent. Donc il y a beaucoup d'éléments dynamiques là-dedans, mais on est capable petit à petit d'arriver à modéliser et représenter de façon très réaliste le monde et puis de mieux comprendre comment ça avance, comment ça fonctionne, et puis de là être capable de prendre
des mesures pour essayer de protéger la faune, la population, la flore, en tout cas tout un tas de choses. Alors, ça c'est un mème que j'ai récupéré sur un forum de discussion LinkedIn de gens donc, qui sont aficionados qui travaillent fortement dans les jumeaux numériques. Donc, on voit que c'est un peu intense. Il ne faut pas confondre certains termes. Donc, la notion de jumeaux numériques et de maquette BIM. Alors, justement, on va y arriver. Donc, qu'est-ce que le BIM? Alors, le BIM, c'est l'acronyme de Building Information Management ou Modeling. Donc, c'est une méthode de travail qui utilise des outils informatiques, le plus souvent tirés des CAD, pour créer, gérer, partager des informations sur un projet de construction. Donc, c'est vraiment des méthodes qui sont plus liées du monde de l'ingénierie et de la conception ou du génie civil au départ. Donc, qui permettent de créer un modèle numérique de bâtiment en 3D qui contient non seulement les informations géométriques, mais aussi topologiques, donc les relations entre les constituants, que tel mur est collé à tel autre mur et qu'il y a une jointure entre ces deux murs-là, que la fenêtre fait partie de ce mur-là. Donc, toutes ces relations-là qui sont importantes sont encodées dans les maquettes BIM. Donc, tout ça sur le bâtiment. Mais aussi des informations sur les constituants de la maquette, donc notamment les matériaux employés, les systèmes de construction, les coûts, les délais, les besoins en énergie. Donc, beaucoup d'informations rattachées à l'ingénierie du bâtiment, à sa conception. Le BIM permet aux différents intervenants d'un projet de construction, et ils sont multiples, comme les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, de travailler ensemble autour de cette même maquette ou de ce même ensemble de documents et d'informations de manière plus efficace et puis réduire les erreurs, les retards par l'amélioration de la communication et de la synchronisation entre toutes ces équipes-là. Permet également de faciliter la maintenance et la gestion du bâtiment une fois qu'il a été construit, parce que toute cette information-là est disponible et reste, et permet de conserver des informations sur les matériaux, les systèmes utilisés, ainsi que les modifications apportées au cours de la vie du bâtiment. Donc ça permet de savoir quand est-ce qu'il faut changer votre toiture, quand est-ce que certains matériaux arrivent en fin de vie, quand est-ce qu'ils doivent être subir des maintenances, et ainsi de suite. Donc tout ça est colligé et forme l'historique finalement de ce bâtiment et des interventions qu'il a subies. Il est de plus en plus utilisé dans les projets de construction, en particulier pour les projets importants ou les projets publics, parce qu'on veut assurer de plus en plus cette traçabilité-là. Alors, il y a différents niveaux de maturité du BIM, là, puis vous allez voir qu'il y a plein de mots dans lesquels je ne rentrerai pas forcément, là. Mais on part bien entendu souvent des plans CAD, là, puis on intègre notamment la modélisation 3D, et puis on arrive de plus en plus là, à ce niveau 2 là, de collaboration, de gestion intégrée des données et d'interopérabilité des données. Donc c'est ça. Alors vous allez me dire, mais quelle différence avec les jumeaux numériques là. Donc, si je prends ça, là, à gauche, vous avez un peu un schéma qui décrit la relation du BIM. Donc, le modèle de bâtiment qu'on essaye de construire est alimenté par des données, par des documents et ainsi de suite, et se veut le reflet le plus fidèle d'un bâtiment qui est à construire ou qui est déjà construit. Et, mais on essaie de coller à cette réalité, mais on ne le monitore pas forcément. Dans un jumeau numérique, là, on va avoir beaucoup cet aspect de monitoring constant avec le monde réel, donc de déploiement de capteurs qui vont nous permettre de savoir en temps réel quel est l'état de ce bâtiment-là ou comment il répond à certains stimuli. Puis on va être capable, au travers notamment de l'apprentissage machine, de venir simuler des scénarios à la fois sur le bâtiment, sur son environnement et ainsi de suite. La principale différence, elle est là, dans cette alimentation, ce lien constant avec le monde réel, là où la maquette BIM est plus une modélisation à un instant donné du bâtiment. Là, on maintient ce lien constant, on simule, on teste des scénarios et on essaye de prédire le comportement
du bâtiment ou de ce qui se passe dans son environnement. Une autre façon de représenter Sol, c'est justement donc par ce monitoring constant, on essaie de rapprocher finalement le monde réel de ce monde virtuel, donc de ces jumeaux numériques là, qui vont aider donc à le construire. Puis toute l'analyse, la simulation, l'optimisation qu'on opère peut être renvoyée dans ce monde réel. Donc on espère toujours cette espèce de boucle de rétroaction entre le monde réel et la modélisation virtuelle 3D que l'on fait dans les jumeaux numériques. Ces jumeaux numériques qui peuvent d'ailleurs être utilisés pour alimenter ce qu'on appelle les espaces intelligents ou les smart spaces, dans lesquels on va utiliser des techniques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, on les voit de plus en plus, pour essayer finalement d'apporter aux utilisateurs qui naviguent dans le monde réel des informations supplémentaires et utiles à leur expérience dans le monde réel. Alors, on va me dire, j'ai entendu parler aussi du GeoBeam. Alors, le GeoBeam, c'est le Geospatial Beam. C'est un terme qui désigne l'utilisation conjointe de la modélisation d'informations de bâtiments, donc le BIM, et la géomatique, donc les données géospatiales. Donc, pour améliorer la prise de décision dans les projets de construction et de gestion d'infrastructures. Il s'agit donc d'une approche qui intègre à la fois les données géospatiales, qui intègre les données géospatiales dans les modèles BIM pour permettre une meilleure visualisation et analyse des relations entre le bâtiment et son environnement. Le GeoBeam permet de créer des modèles numériques qui intègrent des informations géospatiales, telles que les données de terrain, les données de relief, les données climatiques et les données de réseau. Ça nous permet notamment de connecter les BIM avec nos systèmes d'information géographiques et de créer des cartes interactives, des visualisations en 3D qui permettent de mieux comprendre les relations qu'entretient le bâtiment avec son environnement. Le GeoBeam est utilisé pour différents types de projets, que ce soit les infrastructures de transport, les projets énergétiques, les projets de développement urbain, etc., qui permet de générer des informations précises et précieuses pour les acteurs de la construction, les urbanistes, les géomètres, les géomaticiens, donc tous ceux qui œuvrent sur les chantiers d'envergure et permettent donc de faciliter la prise de décision pour les projets futurs en utilisant aussi les données historiques accumulées par ces modèles BIM. Donc l'OGC s'intéresse bien entendu à ce concept-là, puis de ville intelligente, de jumeaux numériques. Là. Donc, puis je trouvais cette figure-là particulièrement intéressante parce qu'elle donne justement ce point de jonction un petit peu entre le monde géospatial, où généralement, nous, on s'arrête au seuil au seuil du bâtiment, puis là où le BIM s'intéresse à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on est comme, avec ces approches de jumeaux numériques et de GeoBeam, à avoir une approche très intégrée, qui va juste de la modélisation du monde dans son ensemble jusqu'à la modélisation de l'intérieur des bâtiments et de tous les services, que ce soit la navigation, la sortie d'urgence, l'optimisation des déplacements. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux dans la modélisation des bâtiments, leurs ressources énergétiques, leur consommation énergétique, je veux dire, et autres, donc, qui font appel à des standards qui sont dans deux mondes différents, puis qu'on essaye de rendre plus intégrés et être capable de communiquer. Donc, les bénéfices attendus des jumeaux numériques, là, c'est comme une espèce de roue sans fin, là, dans lequel, avec ce lien qu'on crée avec les capteurs, on met à jour le jumeau numérique, on est capable, à travers donc l'Internet des objets, donc, qui est encore au balbutiement. Hein, on s'attend à avoir de plus en plus de capteurs déployés, accessibles, ce qui pose des défis éthiques et de sécurité, on le sait, mais on s'attend à ce que ces problèmes-là, petit à petit, se tassent, mais aussi permettent d'alimenter, avec toutes ces données-là, des modèles d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de résoudre des problèmes ou de prévoir des problèmes potentiels ou d'améliorer, d'optimiser les environnements de façon prédictive en avance pour
améliorer la durée de vie d'un bâtiment, pour améliorer la sécurité de ses occupants, pour tout un tas de possibilités. On va permettre aussi de tester différents scénarios, donc sans avoir, comme je dis, à sortir l'appel de la pioche et les millions de dollars, ce qui va permettre de réduire les coûts de maintenance et de développement, et puis d'améliorer donc l'efficacité. Et puis tout ça se fait sans fin. En termes de marché, là, donc, je vous ai sorti quelques estimations que j'ai trouvées, là. Tous s'entendent plus ou moins que c'est un marché qui va exploser. Ça fait partie des prochaines on va dire, grandes tendances. Donc, on a un marché actuellement qui est de l'ordre de 3 milliards de dollars dans les années 2020 à peu près, et qu'on attend à plus de 35 milliards de dollars, 36 millions de dollars, dépendant des estimations. Gartner étant peut-être le plus optimiste, d'ici 2025. Donc, vous voyez que c'est comme demain, hein, donc c'est vraiment un marché en pleine croissance. Si je le ramène avec le marché ou les prédictions de l'intelligence géospatiale, hein, donc qui concerne notre domaine, on retrouve bien entendu tout un tas de mots-clés là, dont je viens de vous parler, là, que ce soit l'apprentissage machine, mais on voit que ces jumeaux numériques là, sont partie des technologies qui vont transformer notre domaine dans un horizon de 5 à 10 ans. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est aussi d'importance pour notre propre domaine géospatial. Donc, les niveaux de jumeaux numériques, là, ils suivent un petit peu le niveau de maturité de l'Internet des objets, puisqu'ils sont fortement liés, là, où on passe de la visualisation, modélisation au monitoring en temps réel des données jusqu'à l'analyse, la prédiction. Bon. Je vais aller dans un tableau un peu plus précis, là. Et grosso modo, là, les niveaux de maturité qu'on rencontre actuellement sont pas mal jusqu'au niveau 3. C'est-à-dire que dans un premier temps, et puis bien entendu, plus on monte en maturité, plus c'est, on va dire, logarithmique en termes d'échelle et d'efforts à fournir. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont porté, bien entendu, l'acquisition des données pour essayer de capturer notre monde réel, de pouvoir le modéliser et l'amener dans nos ordinateurs et produire ces modèles numériques en 2D d'abord, puis en 3D, puis de connecter ces données-là avec les données d'ingénierie et puis d'autres sources d'informations, d'y amener petit à petit les informations en temps réel, d'être capable de les visualiser, de les monitorer, et autres. Et puis, on s'en va à terme, et c'est ce qu'on vise, ce que je vous disais, à avoir une intégration dans les deux directions, hein, donc à la fois du monde réel vers le virtuel et du virtuel vers le monde réel. Donc, c'est-à-dire que certaines actions que l'on prendrait dans le monde virtuel se répercuteraient via différents automatismes, mécanismes, capteurs et autres dans le monde réel. On le voit déjà dans la simulation des feux de circulation, par exemple. Il y a des jumeaux numériques, quelque part, du système de signalisation, notamment à Québec, qui sont traités même par une intelligence artificielle et qui cherchent à fluidifier le trafic à certaines heures. Donc, ils utilisent les caméras de circulation pour regarder la densité du trafic et allonger ou diminuer la durée, la durée des feux de circulation sur certaines artères pour essayer de fluidifier le plus possible le trafic. Et puis, bien entendu, avec l'intégration de l'intelligence artificielle, d'avoir finalement une gestion de plus en plus autonome, automatisée finalement, des systèmes, donc à la fois entre ce jumeau numérique et ce qui se passe dans le monde réel. Alors, c'est un peu épeurant, là, parce qu'on pourrait se dire, pour ceux qui connaissent Skynet et le film Terminator, là, qu'on est en train d'essayer de reconstruire un deuxième Skynet. Donc, c'est pour ça que les enjeux éthiques, de sécurité, de préservation de la vie privée aussi sont des enjeux importants qui sont au cœur du développement non seulement de l'intelligence artificielle, mais aussi de ces jumeaux numériques et de l'application de ces jumeaux numériques dans notre vie.
Alors, vous avez certainement entendu parler, de la notion de métavers là, qui a été popularisée, récemment là. On va me dire: «Mais c'est quoi la différence entre un métavers, un jumeau numérique?» et ainsi de suite. Alors justement, on est là pour essayer de mêler tout ça. Donc un métavers, bah, c'est une représentation virtuelle d'un espace réel ou imaginaire. Ah, une petite différence par rapport aux jumeaux numériques qui s'intéressent juste à modéliser le réel. Donc, il peut être exploré et modifié par les utilisateurs en utilisant des technologies, ben, soit de réalité virtuelle, soit de réalité augmentée. Donc, le terme métavers est un mot dérivé du terme anglais metaverse. Donc, il fait référence à un univers virtuel global, connecté, où les utilisateurs peuvent bien entendu se connecter, interagir les uns avec les autres, mais non seulement aussi avec les objets et les informations qui sont disponibles dans dans ce métavers. Le terme est utilisé régulièrement pour décrire une version future d'Internet où tous ces mondes virtuels seraient persistants, mais aussi partagés et accessibles donc, via des interactions 3D et la visioconférence. Donc, il permettrait aux utilisateurs de se déplacer, d'interagir et de partager des informations dans un environnement virtuel et collaboratif. Donc, on voit qu'il y a un lien direct avec les jumeaux numériques, hein, parce que bah, finalement, le métavers fournit un environnement virtuel où les jumeaux numériques qu'on produit peuvent être exploités et interagis. Alors, il y a de plus en plus aussi, là, avec le développement des cartes graphiques, des capacités computationnelles, là, on voit des jeux de plus en plus réalistes et il y a eu un essor important de développement de ces jeux vidéo, là, bah, qui offrent de nouvelles façons de visualiser, d'interagir avec les jumeaux numériques en utilisant bah, des modèles 3D complexes, mais aussi des effets spéciaux, ce qui va nous permettre d'avoir des rendus photoréaliste là, récemment là, il y a un concept de nanite là qui permet d'optimiser le rendu des maillages, puis d'amener, du texturage très, très réaliste avec des conditions d'éclairement, des notions de matériaux et autres là qui sont, absolument incroyables. Donc, on a du mal à discerner le virtuel du réel. Tout ça, ça rend ces mondes plus, immersifs et permet, bah, notamment la simulation avancée de phénomènes physiques complexes là, comme, ben, le feu, les écoulements de liquide, la notion de gravité, la déformation de matériaux. Donc, grâce à l'utilisation de systèmes, bah, notamment comme, la bibliothèque Physics là, mise à disposition par NVIDIA là, qui va nous permettre de modéliser des phénomènes complexes et donc de simuler des phénomènes complexes dans nos jumeaux, numériques. Ça va permettre aussi de gérer plus facilement, les interactions entre utilisateurs, mais aussi avec l'environnement et être, pour pour interagir donc avec nos jumeaux numériques. Donc les joueurs peuvent, explorer, modifier leur environnement, mais aussi, interagir, entre eux. Donc, il y a de plus en plus, en fait, de logiciels, rattachés aux jumeaux numériques, hein, que ce soit dans l'acquisition, la modélisation, la gestion des jumeaux numériques qui établissent finalement des liens avec ces moteurs de jeu. Il y en a 2 principaux sur le marché, c'est celui de Unreal et puis, le moteur, Unity. Là, je vais vous présenter rapidement, ça c'est la page d'accueil d'Unreal, là, puis vous voyez genre de monde qu'ils sont capables de créer avec une liberté totale de se déplacer dans ce monde totalement imaginaire, hein, mais qui a été modélisé dans le jeu, puis dont le rendu est très, très, très réaliste. Bon, ben, ce genre de choses, on est capable aussi de l'utiliser. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté, une partie de la ville de Québec là, en 3D, puis je vous ai montré un petit peu ce qu'on était capable de faire, dans des outils, un peu sérieux et autres là, mais on est capable aussi, bah, d'amener ces jumeaux-là dans des moteurs de jeu et puis de réaliser des navigations, des modélisations, donc vraiment, de plus en plus réalistes de notre environnement. Donc là, c'est un survol de la White Birch. Celui-là, là, j'adore celui-là. Donc, qui nous permettent ben, d'avoir des univers relativement massifs, très photoréalistes, dans lesquels on va être capable d'interagir, puis de venir simuler des phénomènes, comme je vous le disais. Vous avez certainement entendu parler aussi de l'IA générative, là, donc,
que ce soit les modèles DALL-E ou Stable Diffusion, donc qui à partir de textes là, génèrent des modèles 3D. Il est très clair que ces IA-là vont se coupler de plus en plus avec ces modélisations 3D, que ce soit dans les jeux vidéo, mais aussi dans les jumeaux numériques. Parce qu'ils vont nous permettre, simplement en décrivant, de réaliser des modifications à la modélisation, d'ajouter des objets de façon très, très simple, là où c'était beaucoup plus compliqué avant, parce qu'il fallait acquérir ces données-là, les modéliser, les traiter à la main dans des logiciels et ainsi de suite. Donc, de plus en plus d'automatisation avec l'essor de ce type d'IA. Qui vient donc compléter toutes les techniques et plateformes qu'on connaît déjà. Oups, je trompais de sens. Alors, au niveau de l'offre logicielle, alors il y a pléthore de logiciels. Donc, le numéro 1 dans le domaine géospatial, Esri positionne bien entendu sa plateforme ArcGIS comme un élément fondateur de ce que serait une plateforme de gestion des villes intelligentes, mais il y a plusieurs joueurs, dont Bentley Systems, qui est à Québec, CAE, Dassault, Thales, mais même NVIDIA, donc ceux qui font les cartes graphiques là, qui servent non seulement pour les jeux, mais aussi pour tout l'apprentissage machine, parce qu'elles fournissent des capacités de calcul incroyables et permettent d'accélérer beaucoup ces algorithmes très gourmands, donc, que sont ceux de l'intelligence artificielle, s'intéressent très fortement à cette notion de jumeaux numériques. Bien entendu, parce qu'ils y voient un lien fort donc, entre ce triptyque-là, modélisation, jeu et intelligence artificielle. Alors, vous avez certains logiciels qui ont même des parties qui sont open source. Un des logiciels peut-être les plus connus, c'est Cesium JS, là, donc, qui est un outil qui permet la diffusion de modèles 3D à travers le web, là, au travers d'une norme qui s'appelle SUDITILES. Donc, mais on a bien entendu tout on va dire l'arsenal de logiciels issus des CAD, du BIM, de la modélisation 3D, donc que ce soit les Autodesk Revit, Maya 3D, SketchUp, Blender, qui est un logiciel open source, dans lequel vous êtes capable de faire déjà beaucoup de choses en termes de maquettage, de rendu, de données en 3D. Alors, ça, c'est un point de vue qui n'engage un peu que moi, mais c'est un peu mon analyse de l'offre logicielle qui, de mon point de vue, présente quelques limitations. Alors, c'est parfait parce que ça nous laisse plein de place, nous, chercheurs, pour essayer d'améliorer et puis d'amener d'autres éléments. Donc, pour l'instant, les plateformes sont beaucoup centrées sur la visualisation, la gestion de ces jumeaux numériques, qui sont assez inutiles parce qu'elles viennent souvent pas avec des données. Donc, et puis ça en prend, comme je vous l'ai dit, beaucoup de données. Là. Il y a des enjeux big data, là, mais de différents types. Vous le savez, LIDAR, imagerie, modèle 3D, fichier CAD, BIM, documents, etc. Et puis, bien entendu, de plus en plus de capteurs. Et puis, avec le développement de l'IoT, ça va devenir de plus en plus prégnant. Donc, on va avoir des enjeux forts d'intégration en temps réel de données massives, d'amélioration, d'automatisation et de diminuer le temps entre la capture des données sur le terrain et la modélisation dans le jumeau. Donc, d'automatisation fortement de ces processus-là, donc d'acquisition et de modélisation. Donc, il va laisser la part belle beaucoup à l'intelligence artificielle. Donc, ces logiciels, ils s'attendent souvent à avoir des données 3D prêtes à l'emploi. Donc, le fardeau de la constitution initiale, la mise à jour des modèles, revient aux utilisateurs qui doivent utiliser pléthore d'autres logiciels pour faire ça. Reste, donc, comme je dis, de la place à l'innovation pour constituer, mettre à jour le plus automatiquement donc, ces modèles 3D. Là où c'est peut-être le plus maigre encore, là, et puis c'est là où toute la puissance computationnelle dont on dispose maintenant rend possible cette chose-là, c'est les capacités de simulation et de prédiction limitées.
les modélisations s'améliorant, on est capable d'avoir des simulations qui deviennent de plus en plus performantes. Il y a des choses qu'on n'était pas capable de faire parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul qui sont maintenant possibles. Donc, c'est cette jonction-là entre les modèles de simulation, la prédiction, qui devient de plus en plus important et qui va donner de la valeur à ces jumeaux numériques pour essayer donc de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'anticiper certains effets. Donc, l'IA et le géospatial sont particulièrement concernés et au cœur de l'établissement de ces algorithmes ou de simulation et de prédiction. Il y a des choses qui concernent plus l'aspect foncier légal. Là. On parle souvent de cadastre 3D. C'est une notion qui n'est pas couramment abordée, mais qui est importante, là, donc, dans lequel on va avoir non seulement avec la densification du bâti, de plus en plus de propriétés qui s'élèvent dans les étages. Et donc, il va falloir gérer cette notion qu'on considère souvent en 2D, de plus en plus en 3D, puis qui va pouvoir être gérée dans ce type de maquette-là ou dans ces jumeaux numériques-là, mais qui pour l'instant sont très peu intégrés. Donc, il y a des aspects à la fois entre le génie géomatique et les sciences géomatiques là, qui deviennent particulièrement intéressants de regarder dans ces choses-là et qui ne sont pas du tout abordées par l'offre logicielle actuelle. Puis, même s'il y a des standards qui existent, il reste encore plein de choses à faire pour permettre et accroître l'interopérabilité entre tous ces systèmes-là, que ce soit entre les jeux vidéo, les outils BIM-CAD, les outils géospatiaux et ainsi de suite, et puis leur utilisation la plus ouverte et simple possible. Alors, en termes de standards, je vais vous introduire rapidement 3 ou 4 standards, parce que Rafika va certainement passer beaucoup plus de temps que moi à vous les expliquer. Là. Mais je voulais vous en mettre quelques-uns que je trouve particulièrement importants, notamment le standard IFC. Donc ça vient du monde BIM. Là. Donc, c'est pour Industry Foundation Classes. C'est un format de fichier qui est orienté objet et qui permet l'interopérabilité entre différents logiciels de maquette numérique. Donc là, on parle vraiment de BIM. C'est un format libre et gratuit, donc ça, c'est particulièrement important, et qui est garant donc de ce BIM ouvert. La deuxième norme dont je vais vous parler, c'est pas de norme, enfin standard, là, ou spécification d'importance, qui est 3D Tiles. Donc, c'est une spécification ouverte, là aussi. Donc, pour le partage, la visualisation, la fusion et l'interaction de contenus géospatiaux 3D massifs et hétérogènes dans les applications de bureau, web et mobile. Il y a une version qui s'appelle 3D Tile Next qui est en train de naître et qui va nous permettre justement, là actuellement 3D Tile s'intéresse beaucoup à l'environnement monde jusqu'à bâtiment. La version suivante s'intéresse à cette jonction que je vous ai montré là avec l'intérieur des bâtiments et des relations qu'entretiennent les éléments constitutifs d'un bâtiment aussi. Donc, ça, c'est un exemple de données massives qu'on est capable de produire et de diffuser au travers de 3D Tiles. Donc, nous, on s'est fait un petit tuileur 3D massif là, qui est capable de tuiler en quelques secondes des environnements urbains complets, là, donc, qui nous permettent de diffuser cette information-là de façon rapide au travers d'un simple navigateur web. Donc, ça, c'est des choses que je pourrais vous montrer là, quand on va vous parler des projets d'inondation. Dans les autres standards d'importance, il y a bien entendu CityGML, donc qui est le City Geography Markup Language, donc c'est un concept de modélisation et d'échange de modèles de villes et de paysages en 3D, qui a été adopté assez largement au niveau international. Donc, qui permet donc la description, la représentation des objets en 3D, il définit les classes et les relations des objets topographiques les plus pertinents dans les villes et les modèles régionaux. Okay, donc, qui permet notamment d'accéder les propriétés géométriques, topologiques et sémantiques et d'apparence des objets. Comme donc CityGML, c'est un markup language, donc ça s'appuie sur XML. Il existe une version JSON qui est un peu plus light, donc qui est un peu plus dédiée au web, donc, qui s'appelle CityJSON. Puis il y a d'autres
d'autres standards qui émergent, là, comme le Indoor GML ou le Indoor Mapping Data Format. Là. Donc, ils vont concerner un peu plus l'intérieur des bâtiments et ils vont être centrés beaucoup sur la navigation intérieure. Donc, moi, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai introduit un sujet que je trouve particulièrement passionnant, qui fait appel à un ensemble de technologies très variées, qui a des applications, vous l'avez vu, diverses et d'importance, mais qui a encore de nombreux défis à relever, notamment ce qui concerne la simulation, l'usage et l'intégration ou le développement de technologies d'IA, qui va aller de concert avec l'essor de l'Internet des objets et le développement de la 5G, qui va permettre un déploiement à grandeur de ces objets connectés et d'avoir de plus en plus de données autour des environnements qu'on monitore. Le point, vous allez me dire, tout ça est très technologique et vous avez raison. Et puis, c'est ce que je trouve un peu, c'est que des fois, on oublie l'humain dans tout ça. Puis ça, je pense que c'est un aspect important. Là. Pour l'instant, les jumeaux numériques, c'est une vision un petit peu technocentrée. Et puis la réussite d'un projet de jumeaux numériques, là, et puis je suis à peu près sûr que Romain, vous nous en parlez, c'est la place de l'humain dans tout ça, parce que si on le fait, c'est principalement pour améliorer la vie des humains dans ces environnements-là. Donc, il y a aussi beaucoup de travaux dans l'intégration de ces humains dans ces technologies-là, et puis de s'assurer qu'elles sont utilisées de façon éthique et responsable aussi. Donc voilà, ça clôt ma présentation. Il va rester, je pense, quelques minutes pour des questions avant qu'on passe donc à la présentation de Rafika. Est-ce qu'il y aurait des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole. J'essaie de voir dans le forum si j'ai des questions. J'ai la question de savoir si les présentations vont être disponibles après l'atelier. Oui, elles vont l'être. Donc, elles seront mises à disposition. Même l'enregistrement de cet atelier sera disponible sur le site web. Roland, tu as la main levée? Ouais. Oh, oups. Puis après, je prendrai Orlando, je pense, c'est ça? Ben, c'est Roland qui a levé la main, mais moi, je vais parler. Bah écoute, vas-y Orlando, là tu as le micro ouvert et puis je prendrai Roland juste après. C'est bon, merci beaucoup. Bonjour Thierry, merci beaucoup pour la belle présentation. Juste une petite question. J'ai cru comprendre dans ta définition des jumeaux numériques qu'il y a toujours la notion des capteurs intelligents qui transmettent des données en direct pour alimenter ton jumeau. Si on a un captage 3D qui représente de façon fidèle, mettons, une ville, est-ce qu'on le considère un jumeau numérique, une maquette numérique? Pour avoir les principes des jumeaux numériques, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des données qui sont transmises en temps réel, genre? Ben oui, parce que par exemple, ce que tu veux, non seulement tu veux peut-être avoir les capteurs de temps réel, ils vont concerner surtout, par exemple, l'état du bâtiment. Donc, je sais pas, la température, le taux d'humidité, des choses comme ça. Si tu veux modéliser le trafic, tu veux avoir à peu près une idée du nombre de véhicules qui se déplacent le long de tes axes routiers et ainsi de suite, et les amener dans ton jumeau pour avoir finalement un reflet le plus direct et possible et réaliste de ce qui se passe dans le monde réel, mais dans ton monde virtuel. Okay. Alors, ça peut aussi être, on le sait, nos villes, elles évoluent, il y a des chantiers, il y a des travaux, il y a des bâtiments. Alors, c'est sûr que toutes ces données-là, elles n'arrivent pas avec la même même synchronisation. Mais on le sait, là, il y a plusieurs entreprises, par exemple, qui font des scans 3D des bâtiments en parcourant la rue, que ce soit les Google de ce monde. On a même des champions au Québec, que ce soit
Groupe Trifid ou Jakarta, par exemple, là, qui captent ces données-là, ben, ce sont aussi des données de capteurs qu'il va falloir intégrer dans notre jumeau numérique pour le tenir et le maintenir à jour. Est-ce que ça répond à ta question, Orlando? Oui, merci beaucoup, Thierry, c'est gentil. Alors, Roland a baissé la main. Je ne sais pas si vous voulez Oui, parler. non, mais j'avais baissé la main, mais tu as dit que tu allais me poser. Moi, j'ai juste une toute petite question plutôt d'ordre peut-être philosophique même, parce que quand tu as parlé du métavers, tu as dit que, et je trouve ça très intéressant, une différence essentielle était le fait que le métavers permettait aussi de parcourir des mondes imaginaires. Ouais. Et donc, je voudrais avoir ton avis sur où tu mets la frontière avec les mondes imaginaires. Parce que quand tu indiques effectivement que grâce aux jumeaux numériques, on va pouvoir faire de la simulation d'implantation de bâtiments, de genre de choses, bon, ben, fondamentalement, ce n'est pas du réel, si on veut vraiment. Alors, je ne vais pas monopoliser la discussion et c'est plus en boutade que je pose la question, mais voilà, le terme imaginaire en lui-même mérite aussi d'être… Ouais, ben c'est ça, là. C'est quoi la différence entre virtuel et imaginaire, là? Tu sais, c'est un peu ça, finalement, parce que ce qu'on représente est un modèle virtuel d'une réalité sur le terrain. Alors, imaginaire, j'aurais tendance à dire qu'on essaye de représenter de façon virtuelle des environnements qui n'existent pas dans le monde réel. Si je voulais définir ou essayer de trancher ça, mais je suis d'accord que la frontière est perméable, hein, donc c'est bon pour toi, Roland? Oui, parfait, merci. Charles, Malvé? Oui, je vais me faire le relais des questions qui proviennent du chat. Ouais, l'une des questions, c'est vous avez présenté différents niveaux de maturité des jumeaux numériques. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment tous les qualifier de jumeaux numériques ou c'est seulement arrivé au niveau les plus élevés, 4 et 5 par exemple? Normalement, hein, d'après la définition ou ce qu'on voudrait, là, c'est qu'on a pleinement un jumeau numérique lorsqu'on est arrivé à 5. Hein, mais ça, c'est la définition lointaine et on va dire, idéaliste d'un jumeau numérique. Là. Mais on comprend bien que dès qu'on a un environnement qui se met à jour et qui essaye de se caler, puis dans lequel surtout on l'alimente en temps constant de données, puis dans lequel on est capable de venir simuler, on est déjà dans une notion de jumeaux numériques. Parfait. Puis j'ai une autre petite question qui est quelle est la différence entre jumeaux numériques et GeoBIM? Alors, GeoBIM, là, on est vraiment dans la représentation d'un état à un moment donné, d'une maquette et ainsi de suite. Là, le BIM va s'intéresser beaucoup au bâtiment, au projet. Le GeoBIM va montrer aussi, avec les données géospatiales, le contexte et donc les relations qu'entretient ce projet de bâtiment en construction ou déjà construit puis dans lequel on suit. Les relations entre le bâtiment et son environnement, le bâtiment et les autres bâtiments, l'accessibilité, des choses comme ça. Mais c'est pas dans une maquette GeoBIM, là, une maquette GeoBIM est un constituant finalement d'un jumeau numérique. Ce qu'il faut vraiment comprendre, là, c'est qu'un jumeau numérique, là, on veut constamment toujours se caler sur le monde réel et donc être dans ce monitoring constant des données, de l'intégration des données qui remontent du monde réel dans le jumeau. Alors que dans un GeoBIM, on va être vraiment à un instant donné, on va avoir fait ça et puis on va regarder, c'est un peu plus statique quelque part. OK, parfait.